Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce d'effet de monotonie d'une tâche? Tout à l'heure, on en parlait que la difficulté d'une tâche, elle allait influencer la reprise de la tâche qui a été interrompue. Et donc, on voit avec cet exemple-là que la complexité d'une tâche, le fait que ce soit plus ou moins facile ou au contraire trop difficile, ça va impacter les capacités cognitives des étudiants et ça va attirer ou pas leur attention. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de l'apprentissage, notamment dans le monde du jeu vidéo, par exemple, qui est qu'il faut que le niveau de difficulté de l'activité, elle soit en adéquation avec le niveau de compétence des élèves, ce qui va leur permettre de garder plus ou moins de motivation et donc euh, euh, d'être attentifs. Si c'est trop difficile, en cas trop difficile par rapport à leurs propres compétences ou capacités, ça peut faire peur et donc on va perdre les élèves parce qu'ils vont porter leur attention sur autre chose. Ce qu'on leur dit, c'est trop compliqué. On sait par exemple que les mots de jargon, des mots qui sont trop complexes, ça prend de la place dans la mémoire de travail et donc ça prend de la place pour d'autres informations qui sont peut-être plus essentielles. Donc réduire la complexité des informations en donnant plus de détails, en donnant plus de contexte par exemple, c'est une manière de réduire la saturation de la mémoire de travail et donc de mieux focaliser l'attention des étudiants sur ce qu'on leur dit. À l'inverse, si ce qu'on leur dit est trop facile, si c'est des choses qu'ils connaissent déjà, ça peut créer de l'ennui parce que on n'a pas envie d'y aller. Si c'est trop simple, c'est trop facile, il n'y a pas assez de challenge déjà pour eux et on sait que pour apprendre, il faut un certain niveau d'effort pour apprendre efficacement, mais aussi pour être motivé à le faire. Rien de tel qu'un cours dans lequel on nous réapprend des choses qu'on a déjà apprises. Et donc, il faut réussir à trouver un équilibre entre donner des informations qui sont suffisamment complexes pour intéresser les étudiants et les motiver à faire un effort dans l'apprentissage, mais qui ne soient pas non plus trop simples. Finalement, ils s'ennuient. Et donc, quand on s'ennuie, forcément, on va porter notre attention sur autre chose. Donc, il faut réellement réussir à trouver cet équilibre qui peut passer soit par le contenu même du cours, mais aussi par les supports. On peut avoir déjà appris une information parce que, je ne sais pas, on a eu déjà un cours similaire les années précédentes avec un autre enseignant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas redonner l'information, mais d'une façon différente. Avec un test, par exemple, qui va permettre aux étudiants de tester leurs connaissances, voir ce qu'ils ont déjà appris, peut-être ce qu'ils ne savent plus ou pas encore, et donc les remotiver à aller apprendre davantage. Et j'avais une autre question, le fait qu'on a certains élèves étudiants qui ont l'air d'être dans la lune. Ça, je sais que c'est un peu lié à un champ de recherche sur le vagabondage de l'esprit. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'interruptions qui viennent des sollicitations et des interruptions de l'extérieur et celles qui sont internes. Est-ce que ce vagabondage de l'esprit, il est particulièrement mauvais ou est-ce qu'il peut avoir des effets positifs? Le vagabondage de pensée, il est lié soit à un manque d'attention sur la tâche en cours, soit à trop d'attention vers une source différente. Le seul problème, c'est à quel moment ça va apparaître. Si ça apparaît quand l'enseignant est en train de dicter une leçon, là, c'est problématique parce que forcément, ça sera des informations qui ne seront pas encodées par l'étudiant et donc forcément, ça ne rappellera pas. Par contre, dans des phases de résolution de problèmes, effectivement, de travaux en groupe, c'est pas forcément un élément à supprimer parce que c'est aussi une manière d'aller chercher d'autres informations. Tout dépend le sujet du vagabondage de pensée. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est important à comprendre avec le cerveau, c'est qu'il n'est pas capable de ne pas penser. Et donc, notre attention, elle est forcément dirigée vers quelque chose. Soit elle est dirigée vers la tâche en cours, soit elle est dirigée vers un élément de l'environnement, soit vers ses propres pensées. Et donc, si on nous demande de ne rien faire ou si la tâche en cours n'est pas suffisamment intéressante, en tout cas pour l'élève, forcément son attention elle va se porter sur autre chose. Et donc, ce qu'il faut, c'est capter au maximum l'attention, soit vers soi en tant qu'enseignant, soit vers une activité, pour pouvoir conserver le plus longtemps possible l'attention. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas empêcher le cerveau de penser. Et ça, c'est important. Si, par exemple, je vous demande de ne pas penser à un ours blanc, la première chose que vous allez penser, c'est un ours blanc. Pour éviter à un étudiant, par exemple, de rêvasser sur autre chose, il ne faut pas lui demander de ne pas rêvasser, mais il faut lui donner une information à traiter à la place. Et donc, c'est là où c'est important aussi de diversifier les supports. C'est de laisser la possibilité à l'étudiant, s'il y a aussi un média qui l'intéresse un peu moins,
au lieu d'aller sur complètement autre chose, c'est de le rediriger vers une autre source d'information. Alors, c'est compliqué en classe parce que ça nécessite finalement beaucoup trop de flexibilité, ce qui est très compliqué. Mais en tout cas, éviter la monotonie en ayant un seul support, c'est déjà une bonne solution pour, sur la durée de la classe, de s'assurer d'avoir au maximum l'attention des élèves.